Les Cascodeurs Podcast, épisode 337. Data Center Carrier Class dans l'espace. Bonjour et bienvenue dans les Cascodeurs 337. Nous sommes le 13 février 2026. Nous On sommes entend bien ta nombreux. veste, Guillaume. Ouais. Ah oui, c'est En tout vrai. cas, Ben, genre, je vais il y a l'enlever, regarde, toi, bouge pas. Guillaume, ta Ouais, veste, moi, je l'enlève. le petit bruit parasite, c'est la fête. Voilà. Il n'y aura plus la veste. C'est vrai que j'avais. Ok. C'est pas la Ça meilleure va, il veste à mettre, reste. ça. Pour ceux qui sont Bon. en audio, il reste un t-shirt. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Tadam. Ouais, écoutez, on a des Les gens cartons. assez un peu occupés dans les cascodeurs, voilà. Donc ça sera Guillaume et moi. C'est pas qu'on n'est pas occupés, mais on est présents. Voilà. Et donc un petit épisode ouais, semi rempli, c'est pas mal. Je pense qu'on aura peut-être un Hmm. peu plus de temps que d'habitude pour parler des news. On va voir comment ça évolue. Il y en a un petit peu de retard à l'allumage, donc. Voilà. Et ben, on va se lancer direct. Ah, si, un petit truc avant. Donc, ça y est, ma boîte est officiellement lancée. Elle s'appelle Exact et du coup, les cascodeurs, si vous étiez un peu en attente au niveau des dons, bah ça y est maintenant, c'est normalement connecté comment tout qui va bien. Donc vous pouvez aller sur patreon.com/, les cascodeurs et puis bah, lâchez-vous. Lâchez-vous, voilà. Et puis voilà, sans plus attendre, on va se lancer dans les langages. Et d'ailleurs, il me semblait que t'avais pas dit que tu faisais un tour de financement de 100 milliards de dollars comme, Ouais, comme OpenAI. Comme Yann Lequin. Ouais, oui. Ouais, j'ai parlé à Yann, je lui ai dit qu'il n'était pas assez ambitieux. Il m'a dit oui, mais tu sais, avec la conjoncture actuelle, D'accord. voilà. On aura l'occasion de reparler d'IA, évidemment, pendant cet épisode, ne vous inquiétez pas. Comme d'hab. Alors, les langages. Comment implémenter un système de fichiers en Java? C'est un petit Mhm. article sur Fujay.io. Je sais plus si c'est toi qui l'as mis ou Je moi. crois que c'est moi qui l'ai mis. Alors, raconte-nous. C'est vrai que je me suis jamais amusé à implémenter mon propre système de fichiers. Donc le système de fichiers en Java, enfin vous connaissez Java IO File, mais ça a pas mal évolué au cours des différentes versions de Java, avec New IO en Java 1.4, New IO 2, Java 1.7, etc. Et Ouais, donc cette notion également de file system a évolué, et donc bah, quand on fait des passes, des files, des machins, c'est vrai qu'on peut en fait créer un file system virtuel où, enfin, on gère des fichiers comme on a l'habitude de gérer des fichiers, mais ils peuvent se trouver ailleurs, dans, je sais pas, une base de données, dans le cloud ou je ne sais quoi. Ou, ce qui peut être aussi intéressant, c'est quand on veut moquer aussi des systèmes de fichiers. Donc, quand on a une application qui fait, enfin, dont l'output ou l'input, c'est des fichiers, des répertoires. Ben, on peut aussi très bien moquer ça en créant son propre file system, ce qui peut être intéressant. ouais, Donc, bah, l'article va, enfin, traverse un peu toutes les différentes choses, tout ce qui est arborescence, tout ce qui est notion de fichier, de chemin, ouais. comment les URL, enfin non, les URI, pardon, les schemes, Voilà, c'est ça ce qu'on voit à euh, l'écran là. Voilà, voilà, ouais, schéma et tout voilà. ça. Comment aussi enregistrer je sais plus aussi le file system provider, je crois le nom, dans Ouais, Meta Inf Services pour dire ben voilà, là il y a un autre système de fichiers ouais. qui est disponible. Donc voilà, C'est le fameux pattern ça, service loader ouais, qui a été pas mal utilisé dans la JVM depuis. ouais, un peu partout. Ouais. Du coup, alors je crois que l'exemple qui est montré ne couvre pas 100% de ce qu'on peut faire avec un système de fichiers, mais en tout cas c'est déjà un bon début pour développer ses propres systèmes de fichiers. Voilà. Ouais. Donc c'est intéressant de manière académique et puis ça vous rappelle, alors c'est, moi je sais par exemple les serveurs d'application ou les choses qui Mm. chargent, ils peuvent souvent avoir des systèmes de fichiers virtuels pour aller Ouais. plus vite, pour abstraire la notion d'un jar, d'un zip dans un jar, dans un zip, dans un fichier network file Ouais. system, voilà, ce genre de Ouais. choses.
C'est vrai que le premier NIO, les gens étaient un peu confus avec l'API, donc après on a eu Mm. NIO 2, New IO. Voilà, et c'est là où les gens se sont mis à dire, ah bah ouais, bon, Java utile fichier c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu mieux? Voilà, donc Mm, c'est ce mm. que l'article explique. Donc si vous êtes curieux, voilà, c'est surtout autour de la curiosité que c'est intéressant ce petit Ouais. article. Voilà. Alors un autre article. Je vais vous le montrer à l'écran, désolé les gens audio, vous voyez, Guerre et paix ou alors La Madeleine de Proust, enfin, à la recherche du temps perdu, voilà. Donc, c'est Brian Goetz, il a souvent tendance à écrire Il écrit trop. énormément. Et du coup, c'est un long article sur ce qui s'appelle. Donc, je vais arrêter de le partager à l'écran parce que c'est pas très visuel pour le coup. C'est un article donc de Brian Goetz, un des architectes de Java, sur le futur du data-oriented programming en Java, et spécifiquement un truc qui propose s'appelle les carrier classes. Les classes qui transportent en fait. Je sais pas C'est comment on en va le gros, traduire bien, parce que ça va être un peu on chiant à va dire demander à Jean-Michel, ça va bien se les passer. transports, ouais. Les Les classes. transporteurs, les classes Bah, transporteurs, les les classes. porte-avions de Clark, tu Pour sais, ça. j'ai pensé à ça, moi. C'est pour ça que le titre, il vient de là, Oui, là. oui, oui. Donc, en fait, les records, ils nous C'est permettent de bien, mais faire c'est du type. immutable. Voilà, alors, voilà, c'est ça, c'est immutable, il y a plein de restrictions, et immuable, pardon, et il y a plein de restrictions, et puis, mais par contre, ça permet de faire pas mal de choses au niveau du pattern matching, enfin, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Et du coup, ils se sont dit, mais est-ce qu'on peut relaxer certaines contraintes et permettre, pas à n'importe quelle classe, mais à certaines classes de bénéficier du pattern matching et d'un certain nombre d'autres capacités que les records ont. Et ce sont les fameux carrier classes. Alors, ma compréhension, mais peut-être, alors, j'ai pas tout lu chaque mot, j'ai lu un peu en diagonale, à l'ancienne, hein, j'ai pas utilisé l'IA, mais j'ai lu en diagonale. Et du coup, en fait, ce qui se passe dans les records et pourquoi ils sont aussi compacts aussi à l'écriture, c'est qu'ils définissent, en fait, quand on dit, voilà, j'ai ce champ, ce champ, ce champ, ça définit et le constructeur, et les champs publics, et les champs privés, évidemment, enfin, et l'état en lui-même, l'ordre, du coup, la sérialisation et la désérialisation. Et du coup, là, les carrière classes, ils réutilisent une partie de ces idées-là, sauf qu'ils ont une notion donc ils ont une notion de composant qui correspond aux états, je crois, qui sont dans le record au sens classique. Et puis après, on peut rajouter d'autres états, mais qui sont variables, donc qui peuvent être calculés, donc ils vont peut-être avoir un getter ou un setter, mais ils sont pas fondamentaux à la sérialisation, désérialisation de la classe. Je crois que c'est ça ma compréhension. Donc je vais peut-être me faire corriger. Ben, n'hésitez pas T'as d'ailleurs pas à me sur les doigts. corriger sur la mailing list ou en crowdcasting, vidéo, audio, ce que vous voulez. On essaiera de corriger un petit peu ça. C'est un article un peu long pour le moment où j'ai commencé à le lire et le moment du démarrage de l'épisode. Ouais, ce que j'allais dire aussi, ce que je trouvais intéressant, et en plus là, dans un des derniers projets que j'ai fait, où j'ai implémenté une API, j'utilisais beaucoup les records, et ce que cet article propose aussi, là, c'est justement quand tu as un gros record, mais tu veux créer un nouveau record qui ressemble, mais juste avec un petit changement, tu as aussi cette notion enfin, de De with copie. pour Ouais, créer de de copie de copies record. Ouais. avec une petite modification. Et je trouve que c'est assez utile et c'est un truc qui me manquait par exemple dans les records. Quand tu manipules Ouais. beaucoup de records avec plein de trucs, c'était chiant quand tu Ouais. devais faire des petites modifs, quoi. Ça facilite le copy and write en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire, vu que ton Ouais, record il est immuable, il faut copier pour, si on veut le changer son état, et du coup le ouais, Wiz permet de faire ça en fait. ouais, ouais. Voilà, donc je vous laisserai lire tout cet article. Je sais pas si c'est déjà sorti dans une version du JDK ou va sortir, etc. J'ai l'impression que c'est plus pour rassembler un peu Pour du la feedback mission, ouais, pour annoncer ouais, après des JEP ou je ne sais quoi. Bon, à ouais, voir. C'était pas très clair pour moi. Il ouais. brainstorm là Et brainstorm, dans le voilà. lead. Ouais. En tout cas, voilà, on a parlé. Brian.
il Brian brainstorm. Storm. Donc, ça fait la déconstruction, la reconstruction via le pattern Ouais. matching. Il y a la notion d'interface qui permet de définir la description de l'état si on a envie. Et c'est extensible, donc l'appel à super sera faisable. D'ailleurs, l'article montre comment ils ont optimiser la capacité à dire voilà ce que je veux rajouter dans mon constructeur sans avoir à réécrire entièrement les constructeurs. Donc, il y a tout, bon, il est long l'article, mais il y a toute une histoire qui montre les logiques derrière. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu dans la tête des gens qui ont construit ça. Mm, Voilà. Ensuite, on a un article sur JPA et Kotlin. C'est avec un monsieur qui s'appelle Theodore Irkin et puis surtout Torben Jansen qui est quelqu'un de connu autour de l'univers Hibernate. Et du coup, Kotlin, pareil, ils ont des données, des classes qui sont immuables par défaut en tout cas. Et du coup, c'est quoi l'impact avec JPA qui lui a besoin d'entités muables avec des constructeurs, potentiellement des getters, des setters, etc. Et donc l'article parle justement de ça, parle du plugin Kotlin JPA qui permet de générer les constructeurs sans argument qui sont nécessaires à JPA mais que on ne veut pas forcément avoir dans la classe Kotlin. Pareil, comment gérer les problèmes de equal hash code quand on met ça dans des setters et que ça pourrait les entités pour étant comparées se mettent à ne pas être les mêmes et donc ça fout la zouille au niveau du contexte de persistance. Voilà, donc l'article explique tout un nombre de choses, une petite pub sur IntelliJ, IntelliJ 26.1, pardon, je crois, qui permet de voir un petit peu et de faire des recommandations justement autour de ça. Et donc, si vous utilisez Kotlin et JPA, je vous encourage à aller lire ce petit article hein, du début de l'année. Allez, on va passer aux librairies. On va euh, avoir un article de Baldung. Donc, c'est les articles de vulgarisation en Java. On vous en a montré pas mal. Donc, c'est pas forcément des choses super nouveaux, mais c'est une bonne façon de résumer et de synthétiser les choses. Et donc MapStruct, pour ceux qui savent pas, c'est un outil qui permet de copier un objet Java dans un autre objet Java sous une forme différente. Donc c'est super utile quand on veut copier une entité dans un DTO pour le passer. Le record dont tu parlais, en fait, je sais pas s'il supporte les records, mais voilà, c'est typiquement un use case qu'on veut simplifier. Donc eux l'avaient simplifié via des annotations pour faire les mappings. Là, le Wiz est intéressant parce il est programmatique et assez compact aussi. Et puis local à l'endroit où on regarde, mais en tout cas, MapStruct a carrément son usage. Et du coup, ils expliquent en détail le iterable mapping, qui est une annotation qui vous permet de dire, voilà, quand j'ai besoin de faire des petites transformations du contenu de l'objet, en plus de la copie, comment je fais. Il y a des façons de le faire, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est dans une liste d'objets qui a une date dedans, voilà. Donc, iterable mapping, ça vous permet de gérer ça, par exemple, faire la conversion de date, ou alors de dire, voilà, moi je veux que quand cette propriété de l'objet est convertie, je vais aller appliquer une méthode qui va faire la conversion. Voilà. Donc tout ça de manière déclarative. Pareil, comment est-ce qu'on gère les valeurs nulles? Est-ce qu'on ramène une liste vide? Est-ce qu'on ramène une liste nulle? Voilà. Donc tout ça, ça permet d'être configuré. Donc là encore, si vous êtes un utilisateur pour le coup déjà assez quotidien entre guillemets de MapStruct et que vous voulez aller plus loin au niveau des containers qui sont les iterables, c'est un article intéressant. Et puis un autre article, je l'ai mis parce que Pour on, danser la on- samba, tu avais envie ah ouais. de bouger un peu? C'est ça. Donc c'est un article sur comment est-ce qu'on a accès aux fichiers qui supportent le protocole, enfin au système de fichiers qui supportent le protocole Samba depuis Java. Et donc il y a une librairie qui s'appelle JCIFS, JCIFS, Java Samba JCIFS, et qui supporte Samba 3. Et bah, on parle toujours des records, des carrier class, des choses super nouvelles. Mais en fait, des fois, il y a juste la vraie vie qui te dit, bah tiens, tu veux pas te connecter au vieux truc Samba qui traîne pour faire machin. Donc, à tous nos amis galériens qui doivent se connecter à des systèmes dits legacy, voilà une petite librairie qui sera peut-être utilisable pour vous. Donc il y a le contexte CIFS pour du coup savoir comment se connecter au truc. Ensuite on a accès aux
voilà, au domaine, nom d'utilisateur, mot de passe, tout ça vers NTLM password. Et ensuite, on a les objets SMB file. D'ailleurs, je sais pas si ça implémente le NIO2 ou s'ils ont leur propre Ah, API là-dessus. C'est une bonne question. aucune Je idée. crois qu'ils ont leur propre API. En tout cas, la bibliothèque permet justement de lister les fichiers, d'avoir les tailles et de faire un certain nombre d'opérations dessus. Elle s'intègre avec le Try with Resources, donc elle n'est pas si vieillotte que ça, en tout cas. Voilà, donc une petite librairie, si vous utilisez du Samba, vous serez content de l'avoir. Ensuite, il y a Quarkus 3.31 qui est sorti avec le support complet de Java 25. Il y a eu donc beaucoup de travail. Donc, si vous voyez encore des warnings, c'est qu'il y a un bug. Donc, il vous demande d'aller ouvrir des issues. Ça, c'était un Java 25 a mis des warnings là où il laissait passer un certain nombre d'accès en mode ouvert précédemment. Donc, vous avez dû voir tous vos frameworks générer une palanquée de warnings au début ou au premier usage de quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'était l'idée de réduire un peu tous ces usages-là. Il y a un nouveau mode de packaging natif qui s'appelle Quarkus. Donc dans Maven, en fait, on a le package jar, Uberjar, enfin ce genre de truc. Et là, du coup, ils ont créé un packaging Quarkus spécifique parce que ce qui s'apercevait, c'est qu'on générait le jar. Et puis ensuite, Quarkus, comme il fait de l'augmentation des classes, va aller devoir réouvrir le jar, mettre les classes et refermer le jar. Donc en fait, il y avait deux constructions de jar. Et des choses que certains reprochent, c'est que le temps de build dans les applications Quarkus, bah, il est plus élevé que dans d'autres frameworks, puisque justement, il fait beaucoup de choses au moment du build pour pas avoir à le refaire au moment du runtime. Et donc, il y a eu beaucoup d'optimisation. D'ailleurs, il y a un article que j'ai mis en lien, Building Large Applications, sur le blog de Quarkus aussi, qui explique toute toute l'approche en fait de l'équipe là-dessus. Donc, ils ont fait des optimisations, réduit des usages qui servaient à rien, etc. Et puis là, l'étape d'après, c'est qu'ils voyaient que ben la compilation au sens le jar qui créait, réouvert et recréé, bah ça prenait du temps. Du coup, ils ont comment ils appellent ça, un packaging, voilà, qui est spécifique Quarkus pour n'avoir à construire ce jar qu'une seule fois, ce qui est ce que les gens veulent dans 99% des cas. Vous pouvez le modifier dans votre application Quarkus existante. Vous avez des petites choses à enlever, parce que sinon vous allez avoir les lifecycles de Maven qui vont exécuter le jar en plus, enfin construire le jar en plus en parallèle, donc vous allez perdre tout l'avantage. Mais c'est possible de faire la migration et tous les nouveaux projets générés seront comme ça par défaut. Voilà, on avait parlé de Panache.next, donc ça y est, il est dans la version Quarkus 3.31. Pareil, il y avait les dernières versions de Hibernate ORM, Reactive, Hibernate Search, Hibernate Spatial. Le passage à Test Container 2 et JUnit 6. Je crois qu'on en avait parlé dans des épisodes précédents, voilà, qu'il y a des petites choses à bouger. Voilà, d'autres choses intéressantes, je vais pas aller plus dans le détail, mais voilà, une bonne grosse release comme on les aime. Et comme toujours, Quarkus Update vous permet de faire le premier pas. Par contre, il va pas mettre à jour euh, le, le packaging parce qu'ils veulent pas que ça vous casse votre truc par accident. Voilà. Et puis un autre article, A2A Java SDK 1.0 Alpha 1 est sorti. Juste avant, peut-être que moi j'explique le truc. Toi, tu peux peut-être parler du contexte de A2A à 1.0, quand est-ce que ça vient, ou Mhm. t'as des infos Donc, là-dessus, toi? alors, que j'ai le droit de divulguer ou pas? Que t'as le droit de divulguer ou pas? Ouais, c'est ça. Que tu ne Euh, te feras pas taper sur les doigts si tu parles en public de ça. bon, je le dis en français, il y a moins de chances que les Américains l'entendent. Euh, Avec non, l'IA, faut donc, faire gaffe. c'est vrai, c'est vrai. Non, donc, Agent to Agent Protocol, hein, c'est ce protocole qui permet la communication entre différents agents indépendamment de leur langage de programmation, framework qui a été utilisé, etc. Et c'est un protocole même multimodal, on peut même échanger des images ou des fichiers Hmm. ou ce qu'on veut. Dans les, c'est vrai que souvent nous chez Google, tu sais, comme nous on fait du conference driven development, bah, les boîtes font aussi un peu ça. Et Hmm. il y aura bientôt Google Cloud Next début avril, en même temps que Devox France. Ouais. Et donc, on espère que ce sera bien finalisé et prêt pour cette date-là, pour
pour le lancement, on va dire officiel, comme quoi tout est prêt, quoi. Ouais, Voilà, pour le contexte. Et voilà, c'est pas vraiment. Là, on ouais. est. Vu les versions là, qui sont en train de sortir du protocole et des SDK, c'est assez évident que là, on est dans la dernière ligne droite. D'accord. Donc il y a eu l'aspect qui a changé un petit peu, Un petit peu. simplement Quelques supporter trucs cassants. d'interface, voilà, Ouais. voilà des petites choses au niveau de la agent card, Mm. la notion de kind qui a disparu, les error handling qui a été un petit peu changé. Et du coup, ils en ont profité dans le SDK Java, puisque c'est de ça qu'on parle là, le A2A Ouais. Java SDK, de aussi moderniser le code qu'ils avaient produit. Donc maintenant, ça utilise les records de manière beaucoup plus systématique plutôt qu'un mix Mm. entre des classes et des records. Donc ça, c'est un travail intéressant. D'ailleurs, si vous voulez être inspiré pour les records, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais. Du build and pattern pour les static factory méthodes, voilà. Donc c'était vraiment du nettoyage. C'est pour ça que ça casse aussi l'API, c'est qu'ils ont fait du nettoyage là-dessus. Je pense, Ouais. ça a pas l'air non plus genre oh là là, je sais plus comment reconstruire mon projet. C'est plutôt bah ouais, ils sont passés de telle approche à telle approche, Mm. mais ça a l'air d'être globalement les mêmes API. Donc plutôt pas mal. Pareil, il y a des BOM un peu spécifiques pour selon ce que vous voulez utiliser de A2A, Java. Vous avez des choses. Par exemple, il y a des choses optionnelles comme le JP, Database Task Store. Il y a la notion de tâche qu'on peut persister, mais vous n'en avez peut-être pas forcément besoin. Mm. Voilà, il y a des choses que vous pouvez enlever. Et puis aussi, comme Voilà. c'est un SDK, il y a l'implémentation de référence avec Quarkus. Mais si Yes. d'autres frameworks veulent également utiliser et adopter le SDK, du coup, ils ne sont pas obligés d'utiliser le packaging, on va dire, qui amène également le serveur Quarkus, quoi. Donc Ouais. là, c'est vraiment super clean, Ah oui, oui, là, c'est très juste le ouvert et SDK. tout. Ouais. Ouais, c'est top. Mm. Et là, avant, on ressaute à Quarkus. Désolé, j'ai pas fait l'ordonnancement là. Un petit article de. Alors, c'est quelqu'un qui travaille pour Red Hat, donc il promeut Quarkus, mais il fait beaucoup de workshops et de conversations avec les clients et les utilisateurs dans les conférences, etc., etc. Et là, il a fait un article non pas sur comment démarrer avec Quarkus, mais quelles sont les questions que vous avez au bout de 4 à 6 mois d'utilisation qu'il a vu monter régulièrement. Donc, il en a mis 10. Donc là, c'est par exemple pourquoi est-ce que Quarkus démarre super vite. Donc je ne vais pas vous donner les réponses, mais voilà les types de questions. Est-ce que je dois utiliser l'API réactive ou l'API impérative? Donc la réponse, je triche un peu des fois, je donne les réponses, mais la réponse est ou non, vous n'êtes pas obligé. Par contre, Quarkus lui-même utilise le cœur réactif, ce qui vous amène déjà pas mal de performance. Après, en fonction de votre usage, vous allez voir si vous avez besoin. C'est quoi Dev Service versus Test Container? Parce que dans Spring et dans plein d'autres frameworks, on a l'intégration avec Test Container. Donc ça veut dire quoi? Eh ben en fait, ça veut dire que sans configurer rien du tout, les Dev Services vont vous démarrer le Kafka qui va bien avec la configuration intégrée qui va bien, plutôt que d'avoir à rajouter un certain nombre de configurations potentielles. C'est quoi la différence d'ingestion entre Quarkus, l'implémentation Quarkus et la Spring DI? Comment est-ce qu'on gère entre plusieurs environnements, entre mon dev, le test, l'intégration, la prod, voilà. Donc il y a les notions de profil. Donc là, c'est quand les gens ils se rapprochent de la prod, ils commencent à se poser ces questions-là. Pareil, comment est-ce qu'on teste les applications Quarkus? Il y a Quarkus Test, mais qui fait pas exactement 100% ce que fait la prod. Donc comprendre un peu les petites différences. Qu'est-ce que c'est Panache? C'est quoi la différence avec JPA? Est-ce que je dois utiliser les images natives? Donc la réponse est non. Et il y a par contre, il y a des cas d'utilisation. Voilà, comment est-ce que Quarkus s'intègre avec Kubernetes ou OpenShift? Donc c'est surtout qu'il y a des générations des artefacts pour vous sans que vous ayez à les générer et les maintenir vous-même. Donc c'est une simplification d'accès. Comment est-ce que j'intègre l'IA dans mon application Quarkus? Et donc la LangChain4j vient à la Rescous avec une extension Quarkus pour intégrer. Voilà. Donc un article voilà, qui va aux questions. Donc si vous commencez à utiliser Quarkus, ça fait quelques mois, vous avez des petites questions, c'est un article intéressant d'aller voir, quoi, d'explorer un peu ce qui se dit. Allez, on va passer à l'infrastructure avec Il y a un notre nouveau ami. film des Mignons, c'est ça? Non, j'ai mal lu. Ouais.
Exactement, mais tu l'as peut-être déjà fait cette blague parce que ça fait pas la première fois qu'on. Ah oui, sans Donc il y a les doute. Minayo, on vous a dit, Minayo, qui ont mignon. décidé d'arrêter de supporter. Enfin, ils ont arrêté de mettre à jour et de corriger les bugs dans la version open source. Ils ont leur propre produit à eux, donc la société a fait un pivot assez fort. Donc ça a énervé un certain nombre de gens et donc il y a beaucoup de gens qui cherchent des alternatives. Et donc l'auteur de cet article justement fait un petit retour et il explique surtout son cas d'utilisation. Donc lui c'est mono nœud pour un usage local et pas genre simuler S3 en production pour des serveurs. Et donc, il recommande, alors qu'il voulait aussi que ça se déploie dans Docker de manière simple, licence open source, etc., etc. Et donc, bah, il en sort un certain nombre et puis il en recommande un sous-ensemble. Donc, S3 Proxy ressort pas mal pour lui. Léger, facile à configurer. Donc, c'est la chose un peu simple. Après, c'est qu'il n'y a qu'un seul contributeur derrière. Il y a RustFS qui est populaire, mais qui a l'air un peu neuf, qui a une belle faille de sécurité. Donc, ça peut refroidir certains ou pas. Après, ça veut dire une de moins aussi. Donc, faut voir si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a Seaweed FS, qui est un vieux de la vieille, puisqu'il est là depuis 2012, mais qui est un peu plus lourd, mais voilà, qui peut aussi faire l'usage. Puis après, bon, je vais pas lister beaucoup d'autres, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins, un peu plus, beaucoup plus gros, parce qu'ils viennent de Hadoop ou de ce choses. J'ai mentionné Garage, qui vient d'une association qui s'appelle Defleur.fr, dont j'ai parlé avec Nicolas là-dessus. On était à Sur les Snowcamp pistes. d'Elso, ouais. Ouais, on était exactement, on était sur les pistes et on discutait de ça. Et c'est une asso qui veut faire un cloud décentralisé. Donc, ils ont une dizaine de serveurs chacun dans leur garage ou derrière le balai et qui littéralement permet de distribuer un certain nombre de services de base du genre S3, hoster un serveur web, ce genre de trucs. Et du coup, ils ont implémenté en gros une alternative à S3 qui s'appelle Garage, que vous pouvez utiliser par ailleurs, mais qui a l'air pas aussi documenté et simple à l'utilisation initiale que certains autres, mais je voulais le mentionner parce voilà, il a un petit côté local et puis associatif, donc très très différent dans sa philosophie de potentiellement d'autres. Voilà. Et puis un article qui a fait la deuxième partie du titre de cet épisode, c'est les data centers qui seraient construits dans l'espace pour l'IA. Ouais, donc ça fait un peu de bruit là. Allez, on va. Donc Elon Musk évidemment qui dit voilà, on va balancer. Alors il y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, même Google ont parlé de réfléchir à ça, d'avoir des data centers dans l'espace. Hmm. Et là, parce qu'en se disant voilà, il y a toujours du soleil là-bas, ça- Il fait ça- froid, c'est c'est l'espace quoi. voilà, non et puis bah, tu te dis ah bah il y a pas de problème de refroidissement, mais en fait si Ouais, c'est vachement plus compliqué que ça. Donc là il y a un ancien ingénieur de la NASA qui s'y connaît vraiment, qui a ouais, travaillé aussi d'ailleurs chez Google, et ouais. qui a travaillé donc sur des projets. Donc il a un doctorat en électronique spatiale, donc c'est pas Ouais. Qui a non travaillé pour plus Google pour justement n'importe les qui. TPU et etc. Donc il Ouais, est, il donc est il quand s'y même connaît proche et de vraiment l'IA et de l'espace. et de l'espace et des CPU, des composants électroniques, etc. Et qui explique qu'en fin de compte, bah, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Donc il y a plusieurs aspects qui sont compliqués. C'est déjà en fait, oui, ok, il y a du soleil tout le temps, mais les panneaux solaires qu'il y a sur, par exemple, la station spatiale, etc. En fait, ça fournit pas non plus tant d'énergie que ça. Et quand Ouais. tu C'est pas beaucoup regardes, plus que celui que vous avez sur votre toit en fait. C'est ça qu'il dit. C'est ouais, qu'en bah ouais, gros on tout est à quand fait, même ouais. à peu près dans la même Alors que ballpark. bah, le moindre GPU consomme enfin non, j'ai plus 0,7 les kW je crois. chiffres, hein, mais enfin je veux dire un GPU c'est là je caricature hein, parce que c'est pas le chiffre correct, mais un GPU c'est tous les panneaux solaires de la station spatiale, tu vois. Donc bah, il en faudrait beaucoup des panneaux solaires à envoyer là-haut dans l'espace. T'imagines la taille de la structure juste pour quelques GPU ou un petit rack, donc sans parler de toutes les fusées qu'il faut balancer, etc.
Et après, bah, si on regarde aussi de plus près, donc même si dans l'espace, on va dire, il fait froid entre guillemets, oui, parce qu'il n'y a pas Tiens, de. juste, je vais clarifier. Donc, Vas-y, ouais. je vais corriger parce que tu parlais des hypothèses. Donc, on veut juste pour, Oui, les donc en hypothèses, ouais. fait, l'ISS, les panneaux solaires, c'est le plus grand déploiement de l'humanité Ouais. aujourd'hui dans l'espace. Mm. Et l'ISS, elle pourrait gérer 200 GPU H200 de Ouais. chez Nvidia. Voilà. Donc ça, c'est le max. Donc si vous voulez 100 000 GPU, il Bah faut ouais. envoyer 500 ISS dans l'espace. 500 ISS. Donc, combien il a fallu de fusées pour envoyer chacun des composants de Ouais, l'ISS dans l'espace? Non, mais alors, n'importe quoi, niveau coût, etc., c'est énorme. Donc, il y a ça, il y a les problèmes de refroidissement. Donc, ouais, l'espace, en fait, c'est pas froid, il n'y a pas de convection, donc il peut pas y avoir de déperdition d'énergie pour faire en sorte qu'on ouais. refroidit les composants. En tout cas, Donc il pas y a via l'air. besoin, il y a pas, ouais, pas via l'air, ça c'est sûr. Donc il faut des radiateurs gigantesques également. Ouais. Après, on est dans l'espace. Dans l'espace, il y a des radiations. Et les radiations, qu'est-ce que ça fait sur les Ouais. composants Attends, électroniques juste avant, parce qu'on se dit l'espace Ouais, c'est froid. Mais en fait, c'est faux. oui. L'espace, il est froid quand tu es derrière Ah oui, un oui. bloc et tu vois pas le soleil, mais il est très chaud quand tu es Quand tu es face au soleil et que éclairé, t'es pas protégé. Donc en fait, en voilà. général, ils font faire des rotations au matériel pour qu'en moyenne, tu sois à la Ouais. température ambiante de la Terre, quoi. Mm, mm. Si tu fais pas ça, bah soit t'es hyper chaud d'un côté et hyper froid de l'autre, mais donc c'est pas Ouais. froid en fait, de manière inhérente, quoi. Ouais. Et du coup, je disais, vu qu'on n'est La pas radiation, ouais, protégé par c'est laquelle, magnétosphère, etc., ouais, de la protection quand on est sur Terre, à la surface de la Terre, mais en ouais, fait, les radiations peuvent provoquer des erreurs, des dommages, etc. Et en particulier, pour être moins vulnérable, c'est aussi pour ça que dans l'espace, finalement, on n'a pas. Alors, des fois, tu te dis, ah, la vieille sonde spatiale qui a été envoyée, c'était un processeur même pas aussi puissant qu'un 80-86 ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est aussi un peu. Alors, parce que forcément, ça a été inventé il y a plus longtemps et ils n'ont pas tout changé à la dernière minute avant d'envoyer dans l'espace. Mais c'est aussi parce que des puces, pour qu'elles soient efficaces et moins vulnérables à tous les problèmes que les radiations peuvent faire, ben, il vaut mieux qu'elles soient plus grosses, plus larges, des ponts, des transistors plus larges. Et ouais, aussi, bah, idéalement, il faut même les blinder, alors avec du plomb, je ne sais trop quoi, des feuilles de d'or l'eau, et ouais. tout, Mm. ou de l'eau, pour les protéger des rayonnements. Donc ça veut dire encore plus de poids à envoyer dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les problèmes après de communication, c'est-à-dire bon, on commence à avoir des choses de communication par rayon laser qui commencent à être un petit peu plus rapides, mais en réalité, on va faire du 1 giga alors qu'on peut faire du 100, je sais plus combien, 100 100 gigas par rack, 100 par rack, à rack. Euh, 100 inter-rack et aujourd'hui dans les data centers et ouais, on max à 1 giga aujourd'hui, en sans parler transmission, de la latence, hein, et ouais. sans parler de la latence encore en plus. Donc ça paraît très coûteux pour pas grand-chose, très compliqué. Si bah, un data center, on peut encore intervenir dessus. Là, est-ce que tu vas renvoyer une fusée si à un moment tu dois vraiment intervenir sur un data center qui est dans l'espace? Enfin, ça paraît assez peu réaliste, quoi. En tout cas à l'heure Ouais. d'aujourd'hui. Ça dépend avec les robots de Elon Musk, tout va bien se passer, tu vois. Ouais, mais même, quoi. Enfin, tu vois, pour sortir de la vélocité de la Terre, Ouais. ça reste toujours très coûteux. Voilà, donc bon, après, peut-être qu'il y aura des évolutions, etc. Mais ça Ouais. expliquait bien la physique de base Mm. fondamentale sur laquelle il faut vivre, enfin, qu'il va falloir Ouais, s'appuyer avec ou contre plutôt. Voilà. tout à fait. Allez, on va Et passer à la si on parlait donnée. d'IA, data et Ouais, données donnée et et l'intelligence IA. artificielle avec, bah, c'est une session spéciale Guillaume. Ouais, Allez, ouais, go. ouais. Alors, du coup, j'ai peut-être un peu. Est-ce que je peux les réordonner par rapport à ce qu'on a mis Ah bah ouais, parce vas-y, que ouais. je voudrais juste mentionner peut-être un autre avant celui-ci. Non, ou si je veux quand même mentionner celui-là. Je vais garder plus ou moins l'ordre. J'ai écrit pas mal d'articles hein, depuis le dernier épisode. Hmm. J'ai fait un nouveau serveur MCP parce que je voulais explorer un petit peu plus les choses qu'on utilise moins dans MCP. On connaît MCP, Model Context Protocol, pour proposer des outils que les LLM, dont les LLM pourront tirer parti. Mais après, on peut exposer des prompts, on peut exposer des ressources, etc.
Et je voulais aussi jouer avec Antigravité, donc l'IDE agentique de Google. Et il m'a aidé, en tout cas, à développer un serveur MCP pour Archive, ouais, Archive, je pense que ça se prononce, c'est-à-dire ce site web de pré-print, de pré-publication de papier de recherche. Et du coup, bah, ok, j'ai fait des tools pour rechercher des papiers de recherche. C'est bien, chercher des papiers de recherche, ouais, ouais, c'est ça. Mais également, par exemple, Travail exposer pour des Meta, ça. ressources. Ouais, c'est méta, très très méta ça. Pour exposer des ressources aussi, par exemple, les papiers de recherche sont catégorisés avec une Ouais. taxonomie, etc. Et ça peut être une ressource qu'on récupère pour savoir comment on peut affiner une recherche pour dire non, je recherche que des papiers dans le domaine de la biologie, par exemple. Pareil, on peut exposer aussi des prompts, c'est-à-dire que le serveur MCP peut dire ah, attends, là, si tu veux interagir avec moi, toi, agent IA, je peux te proposer des prompts que tu peux réutiliser, voire paramétrer. C'est un peu comme s'il y avait des arguments, des paramètres, pour dire bah voilà, tiens, si tu veux bien résumer un papier de recherche, je te propose un prompt qui fait ça. Et donc, j'ai utilisé Quarkus. Qui supporte parfaitement l'aspect MCP pour montrer comment on peut implémenter, oui, des tools, ça c'est le truc grand classique, mais aussi des resources templates, des prompts templates, etc. Et Ouais. puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ce que j'aime bien avec l'extension Quarkus, c'est que vous savez qu'il y a différents types de serveurs MCP. Il y a les serveurs MCP sur Standard In, Standard Out, c'est les serveurs MCP STD.io. Il y a aussi les serveurs MCP Streamable HTTP, donc plutôt les choses qu'on va mettre sur Internet, enfin, qui peuvent tourner aussi en local, hein, tout à fait, mais qui peuvent tourner à distance. Et ce que j'aime bien avec Quarkus et l'extension, c'est que en fait c'est juste une dépendance que je dis tiens je veux faire du STD.io, bah, je prends la dépendance STD.io, je veux exposer mon serveur en streamable HTTP, bah, je choisis la bonne dépendance quoi. Donc ça c'est vraiment super bien fait et j'ai bien aimé voilà faire ce D'accord. serveur Quarkus et peut-être qu'on le réutilisera, je verrai dans notre future présentation qu'on va faire à Devox France, tous les deux, encore, Emmanuel. Exact, N'est-ce pas? exact. Ah oui, parce que du coup, Ouais. les acceptations et les refus, enfin, la plupart des On acceptations, la commençait, plupart des ouais. refus ont commencé à être envoyés. Après, il y a une zone grise parce que bah, Devox, c'est beaucoup de speakers, donc Mm. des refus potentiels, les gens qui disent ah oui, mais il me faudrait une fusée et 20 000 dollars pour venir, et ça ne va pas Ouais. être possible. Voilà, il y a un certain nombre Yes. de choses qui font qu'il y a des gens qui ont peut-être ni eu de réponse positive, ni eu de réponse négative. Vous inquiétez pas, ça, c'est Mm. normal. Voilà. Voilà. Yes. Et juste, j'avais une question. Ton article, il a Ouais. une jolie mind map. Tu l'as Ah, fait comment ta mind map? ah, ah, à la main? Non, même pas. Donc en fait, je me suis fait. Alors moi j'aime beaucoup utiliser le modèle Nano Banana pour générer Ok. des images. Tu t'es fait Et un en fait, prompt ce que mind j'ai map, le fait, générateur mind map. ouais, alors j'ai un petit process où en fait, en particulier quand c'est des articles très longs, des papiers de recherche ou des choses comme ça, en fait j'ai une sorte de process de résumé pour extraire finalement la substantive moelle Voilà. de l'article parce que des fois, tu veux faire enfin, Nano Banana fait des super infographies, mais il peut y avoir beaucoup de texte. Donc, Ouais. il vaut Ah, ok. mieux essayer de synthétiser d'abord ce que contient le texte. Donc, il y a une sorte de pré-processing, si tu veux. Et Ouais. après, j'ai un prompt bien particulier pour Nano Banana où je lui dis je veux une sketch note fait à la main. Hésite pas à mettre du fluo sur les mots-clés importants. Et donc, Ouais. il me fait voilà mes petites illustrations comme ça. Et j'aime bien parce que je suis assez visuel. Et du coup, il y a certains de mes articles que j'illustre avec ces espèces de mind map ou de sketch notes qui sont Ouais. mieux que ce que j'aurais fait à la main. Et là, ce qui Et est du coup, impressionnant, j'aime bien. je vais Ouais, l'expliquer pour les gens qui n'ont pas la vision. Vous pouvez aller sur youtube.com/slash les cascodeurs, arrobas les ouais. cascodeurs, pardon. Et mon article après. C'est que déjà, il n'y a pas de truc genre, tiens, il y a une flèche qui est vraiment bizarre. Donc on se dit, on pourrait se dire, tiens, il y a un outil de mind map qui a un Mm, template avec des petits nuages, avec une fonte plutôt comics sympa, etc. Donc là, mm, il y a pas de faute là-dessus.
Il y a le texte, il est. Alors, je sais pas combien de fois tu as dû le faire régénérer, mais le texte, il y a pas d'erreur. Il est. Voilà. Et Mm, puis, il y a effectivement des petits logos un peu à droite, à gauche pour donner ouais, un petit côté visuel. Le illustrer, logo ouais, Java, le logo tout d'une à clé à fait. molette. Donc, Mm. c'est vraiment bien. Non, non, c'est très bien. Et donc Nano Banana, il est capable de d'écrire du texte quand il génère des images et vraiment Ouais, pas mal de texte. Mais quand il y en a beaucoup, beaucoup trop, il peut y avoir des typos où tu te dis il est peut-être un peu dyslexique ou je sais pas trop quoi. Parce que des fois, tu sais, tu as ouais, des lettres échangées ou des lettres un peu ouais. fusionnées quand ça devient vraiment trop petit. Donc c'est pour ça que moi j'aime mieux de toute façon résumer d'abord pour être sûr qu'il y ait Mm. moins de texte et que de toute façon, toi, quand tu lis une mind map ou une sketch note, t'as pas envie d'être noyé dans du texte, c'est pas un article, quoi. Donc, faut Ouais. trouver voilà le juste milieu. Et Allez, avant de ah, passer à l'autre article ouais, d'Anthropic dont on va parler, je vais mentionner mon autre petit article sur MCP avant. Parce que là, ouais. effectivement, j'ai fait. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai dû mettre deux fois l'article sur le MCP Sur Server les notes. Archive. Donc il faudra qu'on corrige ça. Donc j'ai fait aussi, je crois que c'était cette semaine, un article sur comment faire un petit serveur MCP local sans avoir besoin de Quarkus, Micronaut, Spring ou ce que vous voulez. Parce qu'en fait, LangChain4j, dans la dernière release qui est sortie la semaine dernière, a rajouté, donc c'est une contribution de la communauté dans le package communauté, a rajouté un petit serveur MCP, mais juste pour STDIO, c'est-à-dire les serveurs qui tournent en local sur sa machine. Et je me suis amusé à faire ça, mais en plus à utiliser JBang. Et en fait, Ouais. avec juste un fichier Java, pas de structure de projet, pas de build, de Gradle, de Maven, de compilation ou de quoi que ce soit, juste un fichier Java, JBang, enfin, et puis les annotations pour dire j'ai besoin de la dépendance LangChain4j qui va bien. JBang, je lance le truc et j'ai un serveur prêt à tourner en local. Et donc dans l'article, j'explique comment on fait évidemment et comment configurer. Bon là j'ai utilisé Gemini CLI parce que c'est celui que j'utilise tous les jours, mais que ce soit Cloud Code ou n'importe quoi, vous pouvez super facilement dire bah voilà là j'ai un nouveau serveur stdio et je fais JBang run le fichier Java de notre serveur stdio et pof Mm. ça y est et c'est enfin je Bah, trouve voire ça même vous faites super sympa. chmod user execute du fichier, du coup vous faites point Ah oui, slash oui, oui, c'est le vrai que nom j'aurais du fichier pu. point Ouais, Java et ouais, boum. ouais. Ah oui, c'est vrai. Moi, il y a Je suis pas un beaucoup expert à d'outils faire là. de Jibang comme ça. Ouais. Mais moi, il y a beaucoup d'outils maintenant que j'utilise JBang comme démarreur et du coup, ça me permet Ouais, de faire ouais, du Java, ça permet de passer un peu plus à l'échelle, avoir des classes séparées plutôt que du Bash ouais. qui se met à Yes. couler un peu partout. Donc vraiment bien. C'est Cool. cool. Yes. Allez, on va faire une petite pause de Guillaume, tiens. Et on va parler de Anthropic qui a envoyé enfin qui a écrit un blog, une nouvelle sur en disant que non, Claude ne fera pas de pub dans Claude le chatbot. Alors, c'est du inside baseball parce qu'en fait, OpenAI envisage, en tout cas, il y a des prototypes en interne qui envisagent l'intégration de pubs dans OpenAI, soit des pubs séparées à la Google et plutôt que qui prennent pas mal d'espace de ce que moi j'ai pas vu les schémas, mais enfin les pardon les sketch notes, mais qui prennent assez d'espace pour vraiment vous dire, bah là, c'est du gratuit, mais ça serait bien de passer au mode payant, genre le 20 $ par mois, etc. Ou voire même avoir l'IA, enfin l'IA qui pourrait pousser ou recommander des choses liées à la pub. Du coup, c'est un peu la grande question. Mais tout ça, enfin, ça a leaké de chez OpenAI, mais on ne sait pas s'ils veulent le mettre en place ou pas. Sam Altman a réagi en disant mais c'est n'importe quoi, nanana. Mais en tout cas, les gens d'Anthropic n'ont pas hésité à tirer sur la bête en disant nous on n'aura pas on mettra jamais de publicité dans Claude. C'est un espace de réflexion avec des choses extrêmement personnelles, des données privées. On veut pas que ça influence. Après, il y aura des outils au-dessus qui pourront offrir ça. Il y aura des intégrations avec des appels pour faire du shopping, etc. Mais ce sont des agents au-dessus qui feront le travail explicitement venant de l'utilisateur. Voilà, donc qui montre un côté. Nous, on est propre, contrairement à la compétition wink wink.
Voilà. Donc c'est de bonne guerre, mais donc on voit qu'à un moment, bon bah, je sais pas si la pub franchement est assez grosse pour soutenir tous les investissements de l'IA, mais aujourd'hui, Ouais, on voit bien qu'OpenAI, ils ont besoin de, je sais pas, 100 d'argent. milliards de dollars ou un tout petit peu, Mm. ouais, deux, trois broutilles, quoi. Donc voilà. Reciprocal Rank Fusion. Allez, vas-y, là on va zoomer dans du RAG. Ouais, alors donc RAG, quand on fait du RAG, et en particulier, alors quand on veut faire ou améliorer, on va dire sa recherche RAG dans des systèmes agentiques, etc. Des fois, ce qu'on fait, c'est on fait du RAG avec des recherches vectorielles, mais on fait aussi une recherche par mots-clés type BM25, etc. Ouais. Et ces deux recherches-là BM25, peuvent, c'est Google en gros, hein. Juste pour ouais, simplifier. c'est Enfin, Google, c'est pas c'est ça, mais dans ouais, enfin, Lucene, c'est le truc Lucene, tout de ça, moderne, c'est le truc de base. Ouais. TD-IDF, etc. Enfin, j'ai mis BM25, peu importe Ouais, l'approche, ça mais en tout pourrait cas, être c'est une approche. BMW, Ouais, BMW série 3, hein, c'est possible aussi. voilà, par exemple. Donc, ces deux recherches-là donnent des résultats différents. Par exemple, la recherche vectorielle, elle n'est pas forcément bonne pour remonter des choses avec des acronymes, des choses comme ça. Alors que des fois, typiquement, tu cherches, tu sais que c'est de la documentation technique et tu as une référence technique bien particulière. Tous les systèmes à base d'index ramènent plus facilement ces résultats-là. Et en fait, on peut lancer des recherches en parallèle et essayer de fusionner ces recherches. Et l'idée de l'algorithme Reciprocal Rank Fusion, c'est justement de montrer, ah, là on a remonté un jeu de documents qui sont ordonnés avec des scores, et avec l'autre recherche, on a un autre jeu de documents. Peut-être qu'il y a un overlap sur les deux, peut-être pas, mais sur les documents communs, ah, il y en a un qui est plus haut là, l'autre qui est plus haut là. Et en fait, l'algorithme est assez simple. Et quand on a deux ensembles de documents, on va les réordonner et les fusionner en une seule et même liste à la fin, correctement ordonnée. Et l'algorithme est vraiment simple. Et peu importe l'échelle qui avait été utilisée pour faire le classement, par exemple, quand on fait une recherche vectorielle, en général, quand on utilise la distance cosinusale, je ne sais plus comment on dit en français, cosine similarity, entre 0 et 1, alors que par exemple, avec du BM25, ça va être 12 la valeur, ou je ne sais pas combien. Donc, c'est pas sur les mêmes échelles. Et l'idée, c'est que, indépendamment du type de l'échelle, on va être capable de réordonner juste en regardant le rang des documents dans les deux listes et les D'accord. fusionner Donc dans c'est pas une seule et même liste. ce qui pourrait normaliser juste le score, mais c'est vraiment le rang qui est C'est primordial et le c'est pas rang, et le différentiel exactement. de score. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que les scores, tu sais, ça pourrait être quelque Bah, il chose de pourrait pas très avoir la même linéaire, ça échelle pourrait être logarithmique. Ouais, exactement, exactement, ça exactement. pourrait être du logarithme, de l'exponentiel ou je ne sais quoi. Et là, ça se base vraiment que sur le rang des documents. Et donc il y a différentes choses intéressantes à faire avec ça aussi. C'est par exemple, il y a une approche assez typique là, où on va faire en fait une sélection large dans plusieurs sources. On va utiliser Reciprocal Rank Fusion, mais après on peut quand même utiliser des modèles de re-ranking ou aussi appelés cross-encoder, des modèles BERT, etc. pour faire le filtrage final pour dire ça répond vraiment à la question ou à la recherche de l'utilisateur. Il y a aussi la notion de, donc j'en parle assez rapidement dans l'article de ces choses-là, mais par exemple RAG Fusion, quand on fait des recherches, là par exemple des recherches dans des moteurs de recherche, etc., on fait des recherches par mots-clés, et on peut faire plusieurs recherches en faisant en fait des petites variations dans les requêtes, en rajoutant des mots-clés, en enlevant, etc., et de fusionner toutes ces recherches-là avec Reciprocal Rank Fusion, et qui marche avec plusieurs listes si on fait plusieurs requêtes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet aussi d'éviter certaines hallucinations, un mot-clé qui ramène des résultats parce que c'est un synonyme d'autre chose. Ça permet de faire plusieurs recherches et de trouver vraiment ceux qui ont l'air le plus pertinent malgré les différentes variations. Et pour D'accord. la petite histoire, donc LangChain4j, quand on utilise la notion de content retriever, si on a plusieurs content retrievers qui retournent les mêmes ensembles de documents, et là il va nous donner plusieurs listes de documents à assembler ensemble, ça utilise justement Reciprocal Rank Fusion.
Et attends, qu'est-ce que je voulais dire d'autre C'est pas dessus? un Ago, une implème qui venait de Microsoft à la base, parce qu'il me semblait avoir vu ce Ouais, ils ont code-là, mais qui est fait. pas simple à comprendre, hein, Alors, ouais, je sais Il y plus avait un si truc c'était eux là-dessus, qui l'ont fait, parce sur qu'ils le ont, merge de sources. Ouais, ouais, ils ont des articles. Est-ce que, attends, je peux vérifier parce que j'ai mis les références hein, dans mon article et je regarde d'où est-ce qu'ils viennent. Ouais, non, ah bah, Université de Waterloo et quelqu'un de Redmond, Washington, mais c'est pas Microsoft, c'est quelqu'un de Google. Je savais pas que d'ailleurs que c'était quelqu'un a priori de Google qui aurait inventé ça et avec des universitaires. Mais Microsoft en ont fait des bons articles sur leur site. Et d'accord. qu'est-ce que je voulais dire? Et ah oui, et le petit truc en plus dans l'article, tu l'avais montré à l'écran tout à l'heure, c'est que j'ai fait une sorte de simulateur hein, Oui, de l'algorithme. exactement. Ouais. Et du coup, on peut Que créer, tu as alors vibe enfin, codé. que j'ai vibe codé évidemment, sinon je l'aurais pas fait. Parce que C'est non clair. mais c'est ça qui Non, est cool mais avec le vibe coding, c'est que tu vois des petites illustrations d'un concept, bah tu peux les vibe coder rapidement sans passer 3 jours parce que moi je suis pas un développeur front-end et là il y avait quand même pas mal de front-end pour faire du ouais. drag and drop de documents, des choses comme ça. C'est pas trop mon truc, j'aurais passé sans doute une semaine entière à le faire parce que D'ailleurs, je suis si je suis Trello pas du front-end. pouvait revibe coder leur UI Ouais. pour qu'elle marche mieux, ça serait pas mal. Je dis Et du ça, coup, voilà, vous pouvez tester, rajouter des documents, drag and dropper les documents pour voir comment ça influe le rang dans le résultat final. Ouais, Donc il y a un petit côté ouais, voilà, interactif qui est rigolo si vous voulez jouer ouais. avec. Allez, on va faire un petit interlude. Je vais parler de Infinispan 16.1. Mm. Déjà parce que le nom de la release, elle est trop rigolote. C'est Polly Wanted Pilsner. Pilsner. Donc, attendez, je vais vous le montrer à l'écran parce que voilà, c'est une bière, Une bière. comme Guillaume me montre Je visuellement. lève le coude Tu lèves le avec coude à la dextérité. santé. Et donc, pour ceux Ah, qui pas vraiment. connaissent, comment il s'appelle, Nirvana et Kurt Cobain, hein, Polly Wants a Cracker, donc je pense que ça vient de là. Ah, Donc, je ok. n'ai pas goûté cette bière, mais en tout cas, ils ont toujours des noms de bières au niveau de leur release, donc rien que pour ça, ça Mm. mérite des fois d'aller parler d'Infinity Span. Et puis sinon, Katia va nous casser les jambes, hein, donc non, je déconne. Ok. Non, il y a un truc que je trouvais bien, c'est ils ont créé une notion d'ensemble de cache qui a une mémoire fixe maximum, donc memory bounded, mais pas que par cache, ça peut être on peut mettre 5 caches dans un memory bound et puis un autre memory bound pour un d'autres caches. Donc ça permet de gérer assez finement la mémoire qu'on veut allouer à un cache et pas forcément par cache mais par ensemble de données. Donc ça c'est intéressant parce que bah, déjà c'est pas facile à faire en Java, hein. Donc on chapeau si vous voulez aller voir un petit peu comment ils ont fait, n'hésitez pas à aller c'est open source donc allez-y. Voilà. Et sinon ils ont fait une nouvelle API OpenAPI et puis ils ont intégré les informations de ahead of time compilation dans les des images de containers. Donc ça démarre plus vite en fait votre container Infinispan. Dans la dernière version de Langchain4j, donc qu'on a réalisé la semaine dernière, il y a eu pas mal de petites améliorations côté support de Gemini. Et du coup, il y a donc avant le modèle Nano Banana, qui est notre modèle de génération d'images. En fait, c'est un modèle de chat qui fait du texte et des images. Et dans Langchain4j, il y a une notion en fait une interface de image model qu'on peut implémenter. Donc là, et c'est pas moi qui l'ai implémenté d'ailleurs, donc c'est quelqu'un qui est basé à Londres qui a contribué ça, qui a implémenté cette interface d'image model pour Nano Banana. Et donc on peut plus facilement générer, éditer des images, etc. Donc il y a le support des dernières fonctionnalités de Nano Banana, par exemple, on peut faire des images en 4K super détaillées, etc. Il y a aussi donc des nouveaux outils qui ont été configurés. Donc quand on utilise les builders pour créer soit l'image model, soit le chat model Gemini, pour faire du grounding, c'est-à-dire de baser les réponses des modèles sur des informations qui viennent par exemple de Google Search ou de Google Maps. Et un truc qui est rigolo à faire, c'est avec Nano Banana, on lui demande fais-moi une infographie de la météo à Paris. Et en fait, il va chercher l'information sur Google Search, trouver quelque part l'information de la météo à Paris, et il va générer une image
avec la vraie météo qu'il y a à Paris, quoi. Donc D'accord. on n'a pas besoin de prompter le truc pour dire oui alors fais-moi une illustration avec des petits nuages, avec écrit 3 degrés Celsius, etc. De lui-même il va chercher les informations. Donc ce grounding fonctionne donc Google Search dans le chat, dans les images. Google Maps, on peut dire par exemple quels sont les restaurants à tel endroit, et ben il va chercher en fonction de cette localisation des informations sur Google Maps, et il va nous donner le nombre d'étoiles, le classement du restaurant ou je ne sais quoi. Et autre outil que j'ai rajouté, c'est l'URL contexte. C'est-à-dire que quand on donne un prompt au modèle, on peut lui dire tiens, bah, va regarder le nouveau site web de l'entreprise ExactGone d'Emmanuel et dis-moi ce que fait cette entreprise-là. Avant, ce qu'on aurait dû faire, enfin, ou en tout cas avec d'autres modèles autres que Gemini, c'est on aurait dû, bah, alors attends, je vais faire un peu de scrapping de l'URL et je vais mettre ça dans le contexte du modèle pour qu'il puisse me donner la réponse. Tandis que là, directement, la plateforme Gemini, quoi, le modèle distant sur les serveurs Google, est capable d'aller chercher l'information sur des URL et les récupérer. Alors après, c'est Mais ça respectueux. reste l'API LLM Ouais. en Et dessous du quand même. coup, ouais, c'est le LLM et l'infrastructure qu'il y a derrière qui s'occupe de faire ça. Et c'est respectueux des standards robots, TXT, etc. Donc si par exemple, tu as dit non, Ouais, non, moi je veux pas que les moteurs de recherche indexent mon contenu, par contre, tu peux pas scraper n'importe quoi. Donc si tu veux d'accord. vraiment faire un truc avec du vrai scrapping qui récupère tout et n'importe quoi, URL context, c'est pas forcément ce Ouais. qui vous aidera, mais c'est Parce que plutôt juste sympa. pour info, si vous Ouais. utilisez, mettons, pour changer de provider, là, si vous utilisez Hmm. Claude, bah là, effectivement, en dessous, eux, derrière, ils vont faire, ils ont une couche bien au-dessus du LLM qui va dire, OK, alors ça, c'est une URL, je vais faire le scrapping, je vais récupérer, là. Toi, ce que tu dis, c'est qu'au niveau de la... Et par contre, si j'utilise Claude au sens, j'appelle le LLM directement, si je lui passe une URL, il va pas aller la fetcher, quoi. Ouais, Je tandis crois. que là, C'est à vraiment, moi de le faire. Gemini, tu mets juste dans le texte de ton prompt l'URL et il le fait, ouais. Hmm. D'accord. Mais il faut faire Yes. allow URL context. Donc, c'est Mais en pas tout cas, il faut activé dire, par défaut. voilà, il faut l'activer, sinon il dit, bah non, je peux pas voir le OK. contenu de cette URL-là. Ouais. Et puis Está voilà, il y a bien. des configurations pour la réflexion, si on veut deep think ou pas deep think. Et puis aussi un truc, alors là c'est pas spécifique à Gemini, mais donc quand on crée des AI services, maintenant ils supportent le multimodal. Donc si on veut Ouais. Ça, ça créer un marche. agent ou un AI service qui génère une image, avant les AI services c'était vraiment que du texte, enfin Mm. on Marshall et ça en objet Java, etc. Mais là, on est capable de récupérer également des images qui seraient générées. Donc, on peut très bien imaginer, tu vois, mon truc là qui faisait les sketch notes, bah, je Ouais. peux très bien avoir un service. J'utilise l'URL contexte, je lui donne l'URL de la vidéo de l'enregistrement live des D'accord. cascodeurs, et je lui dis, bah tiens, fais-moi un résumé de ça et génère-moi une mind map, une sketch note de l'épisode. Ouais. On pourrait faire ça assez facilement. Voilà. Un truc intéressant là, donc Emmanuel et moi, on fait des présentations et des deep dives des universités sur le thème des protocoles utilisés pour les agents IA. Donc on se Ouais. focalise surtout sur MCP et A2A, mais il y a d'autres protocoles comme le protocole ACP, Agent Client Protocol, qui est un protocole qui a été lancé par Z, là, ceux qui font l'éditeur de texte, et qui est également supporté et poussé par IntelliJ, enfin JetBrains, Ouais. et donc les IDE, Z, c'est un peu IntelliJ, le IDF, retour etc. moderne de TextMate Ouais, c'est un qui petit avait peu ça, ouais. complètement disparu parce que VS Ouais, Code, mais maintenant on disait ah VS Code c'est trop chiant et du coup ouais, Z c'est ouais. un peu Bah, un à chaque retour fois, je on trouve va de ça. Ouais. réinventer un nouveau Ouais, la éditeur de simplicité texte, d'abord et avant de. Ouais. et après, on va rajouter des fonctionnalités, et il va falloir faire encore un autre, mais bon. Et ce qui est cool, c'est que ce protocole-là standardise en fait comment l'IDE et un... Bon, là, moi, mon exemple, c'est avec Gemini CLI. Comment un outil, un agent en ligne de commande peuvent communiquer entre eux. Et donc, il y a toutes les définitions de bridge entre ces deux univers-là. Donc, par exemple, quand on est... donc là, je lance... donc dans IntelliJ, il y a un panneau spécial pour discuter avec des agents IA. Mm. Et derrière, cet agent IA, bah, c'est Gemini, moi celui que j'ai configuré justement dans l'article, c'est Gemini CLI. Et par exemple, si moi, dans mon IDE, j'ai ouvert tel fichier,
Et ben Gemini CLI, si je lui dis tiens, regarde s'il y a des typos dans mon truc ou regarde, il compile pas, ben il sait que je suis en train de regarder ce fichier-là. Et donc j'ai expliqué comment faire la configuration. Maintenant, a priori, si votre IDE est à jour et que ces plugins sont à jour, on n'est plus obligé de modifier, comme je l'ai fait dans l'article, le fichier acp.json. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux annonces qu'ils avaient fait sur leur blog et tout, je ne voyais pas ça. Et apparemment, c'est doit être leur assistant. C'est une forme de plugin de JetBrains, d'IntelliJ. Hmm. Et il n'était pas à jour. Et du coup, je ne pouvais pas sélectionner D'accord, à partir de leur registry celui que je voulais. Mais d'accord. voilà, donc si ça permet voilà, d'intégrer l'outil qu'on préfère. Super. Allez, je vous rappelle rapidement, si vous voulez soutenir les cascodeurs, n'hésitez pas à aller sur patreon.com/lescascodeurs. Ça y est, la collecte est réouverte officiellement. Et voilà, et puis maintenant on va passer à l'outillage, sachant que toute l'aide là est super utile, ça nous permettrait d'accélérer, d'avoir plus de temps pour les interviews par exemple, voilà, pas mal de choses. On commence à avoir pas mal d'idées d'interviews, mais faut qu'on puisse Préparé. la passer en bande passante. Ouais. Allez, on va passer à l'outillage Alors, avec il un y a article qui s'appelle PipeNet. ouais, un outil qui s'appelle PipeNet, qui est une alternative aussi à LocalTunnel ou Ngrok. Et c'est quoi C'est vrai Local que Tunnel et Ngrok? Alors vas-y, donc explique-moi. Ngrok, en fait, ça permet de faire une sorte de proxy entre toi, ton application et un service distant. Donc faire une sorte de Ouais, petit man in the middle pour essayer d'examiner ce qui se passe, ce qui est échangé entre une application cliente et une application serveur. Et du coup, l'autre aspect intéressant de ça, c'est que ça permet aussi d'exposer ce qu'on est en train parce que là, oui, je parle de l'aspect interfaçage, mais en fait, là, ce qui est intéressant, c'est plus le fait que ça expose aussi du localhost sur Internet. Donc, on est en train de développer un truc et on veut le montrer à ses collègues. Là, je suis en train de lancer Quarkus Dev, Micronaut Run, etc. Et de le partager avec d'autres et de voir ce qui se passe. Donc, par exemple, typiquement, tu veux développer des webhooks et les tester en local, mais du coup, si tu veux exposer cette URL, en fait, il faut que le serveur distant qui appelle le webhook il puisse appeler en fait ta machine locale. Donc ouais, tu peux utiliser ce service-là pour exposer ta machine, quoi. d'accord. Du coup, Voilà. comment ça se passe? Ils ont leur propre nom de domaine et ils redirigent vers toi là? Ouais, ouais, parce qu'ils ont. Alors, du coup, je sais plus si. Parce que je crois qu'ils parlaient aussi de la. Alors, attends, pas dans la page d'accueil, mais ils faisaient aussi. Ouais, enfin, en tout cas, ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils avaient aussi une histoire de truc avec. Ils pouvaient se configurer aussi avec un truc, c'est qui fait genre IP DNS, là, quand tu as ton adresse IP. Je crois qu'il y a une histoire comme ça aussi, mais je le vois pas là dans la première D'accord, page. Et en tout cas, celui-là, il est open source, parce que par exemple, d'accord, Ngrok ne l'était plus tout à fait, ou limité, etc. Donc, la d'accord. nouveauté à garder. Génial. Ensuite, un Yes. autre article, non, pardon, un autre outil, JSON.io. Ouais, JSON.io. Alors, quand vous faites du JSON, en général, vous utilisez souvent Jackson, ou des fois, vous pouvez utiliser JSON, enfin GSON, JSON euh, dans l'univers de, Groovy, de ouais. Google, hein. Et De donc Goo- là, il y a une nouvelle. Et t'avais pas Hein. un JSON de Groovy? Non? Je confonds? Un truc. Oui aussi ici, c'est D'accord, moi qui fais l'implémentation du support JSON dans Groovy. Donc oui, il y a aussi ce support-là. Mais d'accord, bon, c'est spécifique à Groovy, donc là je le mentionne pas forcément parce qu'il faut être en Groovy pour l'utiliser. Enfin, quoique d'ailleurs, non, en vrai, en Java, je pourrais très bien l'appeler, c'est vrai. Mais bref, donc souvent, ceux qui sont plus utilisés, c'est Jackson ou JSON. Et hmm, là, il y a une nouvelle librairie, donc JSON.io, qui, je pense, n'est pas aussi fully featured, comme on dit en anglais, que du Jackson, avec autant de... ça y est, j'ai encore envie de réutiliser des mots anglais, des bells and whistles, tous les raffinements qu'on peut imaginer. Mais ce qui est cool, c'est que donc ça supporte JSON, mais ça supporte également JSON 5,
et c'est très lenient au niveau Ouais, très tolérant au niveau du JSON qui est parsé. Donc si ouais, vous avez oublié de mettre des quotes autour des clés, si vous avez une virgule à la fin, si vous avez mis des commentaires qui ne sont pas supportés par JSON, etc. Tout c'est ça c'est ça. supporté. Ça, c'est Euh, JSON 5. c'est JSON 5. Et Ouais, donc il y a aussi le support, on en avait parlé, donc il y a quelques épisodes de Toon, qui est une ouais, une autre manière de sérialiser en pseudo, c'est pas vraiment du JSON, mais en tout cas c'est une manière d'économiser en théorie des tokens avec les LLM pour avoir une sorte de structure plus compacte, mais qui reste quand même ouais, lisible par les êtres humains. Alors ouais, après, moi dans les épisodes précédents, j'avais évoqué le fait que pour des cas un peu pathologiques, oui, on peut économiser beaucoup de tokens, mais c'est pas toujours le cas pour toutes les structures. Et en plus, les LLM ne connaissent pas forcément Toon. Mais ce que je trouve quand même intéressant avec cette, indépendamment de Toon, hein, mais avec JSON.io, cette librairie, c'est que souvent, même si en particulier quand on travaille avec les LLM, bah, des fois ils génèrent pas tout, même s'il y a les structures d'output, response format, tout ce qu'on veut, des fois ils ont encore des petits soucis à générer du JSON ou des fois aussi on utilise un outil qui fait pas voilà, du JSON parfait, et ben on a une librairie qui permet d'être plus tolérante. Jackson a quelques paramétrages pour être plus tolérant sur certains aspects, mais il va pas aussi loin. Genre, je crois pas qu'il supporte par exemple les commentaires ou les clés qui ouais. sont pas quoted ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc ça peut être intéressant à utiliser, quoi. Yes. Allez, un autre outil encore, hein, c'est très riche en outils. On a Ouais. MailPit et Test Container pour tester vos envois d'emails. Donc pour ceux qui ont testé les envois d'emails, c'est toujours un peu la plaie. Parce que soit on fait un mock pur, mais on sait pas si ça marche vraiment. Donc là, MailPit, c'est littéralement un serveur qui tourne et sur lequel vous pouvez faire l'interroger pour savoir si les choses sont bien arrivées, etc. Et donc, si vous mettez un container, test container qui fait tourner MailPit, et ben là, vous avez une solution. Donc, l'article là qu'on a mis en lien explique comment faire ça avec Spring Boot, voire avec du Java, Java Mail de base, donc une application simple Java Mail de base. Donc, c'est intéressant pour voir un petit peu comment tout ça marche, comment on peut faire les tests et vérifier avec les bonnes assertions. Là, il utilise AssertJ, je crois, hein, pour faire ça. Et puis, je sais plus si on en avait parlé ou pas, mais du coup, c'est pareil, Quarkus a une extension MailPit qui permet de faire ça en mode dev container. Du coup, vous avez aussi l'interface, votre interface Quarkus UI qui vous permet d'aller voir les emails qui sont passés. Donc, c'est pareil, hein, pour aider le développeur à gérer ses envois d'emails sans avoir à se dire j'envoie en prod, je teste chez ma maman, t'as reçu l'email que j'ai. Voilà, donc un petit Et, outil sympa. Ouais, mm. vas-y. Et MailSpeed, ça n'a rien à voir avec ArmSpeed, hein, c'est bien, hein, Non, on est c'est d'accord. ouais, c'est ça. Enfin, je crois pas. Hein. Après. Allez, on va passer à l'architecture Ouais, avec trois articles intéressants. ouais. Ouais, vas-y. Le premier que j'ai trouvé que j'ai bien aimé en fait, c'était donc un article qui dit comment scaler un système de 0 à 10 millions d'utilisateurs. Et j'ai bien aimé la manière de décomposer un petit peu par palier. Donc au Ouais, début, voilà, on fait une appli toute simple et tout, un serveur unique, une application SADB, pour des jobs. Après, ouais, tiens, ça devient un petit peu plus costaud pour passer de 100 à 1000 utilisateurs. Bah, peut-être qu'on va séparer vraiment l'application, la DB, faire des services gérés, faire du pooling pour accéder à sa base de données. Après, ouais, encore des petits goulets d'étranglement, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire? Non, tu voulais dire Justement, un truc, pour vas-y. chaque, juste pour Ouais, chaque, il montre, il dit, bah voilà, tant que vous schéma avez d'archi et tout. ça, c'est pas plus que l'utilisateur. Au-delà du nom d'utilisateur, c'est tant que ça fonctionne, vous embêtez pas. Oui, oui. Comme vous commencez à avoir ces points de tension, de douleur, Mm. à ce moment-là, passez à l'étape d'après, quoi. Donc Ouais, c'est très didactique comme article. ouais. Et après, bah, par exemple, oula, il va nous falloir peut-être plusieurs serveurs d'application, faire de l'équilibre de charge, round robin ou je ne sais quoi pour gérer les Allez hop, on sessions. installe Kubernetes.
Allez hop, ouais, non, peut-être pas tout de suite, on peut encore, on peut encore y échapper pour l'instant. Après, là, on commence à avoir des pics d'activité et tout. Et il y a peut-être des choses qu'on pourrait mettre en cache, faire des Ouais, réplicas de lecture de bases de données, le contenu qui est vraiment statique ou qui évolue peu, peut-être le mettre derrière un CDN pour éviter qu'on reçoive trop de requêtes qui nous demandent trop de capacité. Et après, là, c'est peut-être là où on va peut-être avoir éventuellement besoin de choses comme Kubernetes ou autre, parce que là, on va peut-être arriver à des choses comme de l'autoscaling, parce que peut-être que les patterns d'accès à nos services, bah, c'est peut-être le matin à 8 heures et le soir à 18 heures, mais le reste de la journée ou la nuit, il n'y a rien. Donc, plutôt que d'avoir une grosse infra là, qu'on a commencé à définir, à établir, à installer, peut-être que justement on veut qu'il y ait un peu plus de serveurs, un peu plus de bases de données ou je ne sais quoi le matin et le soir ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir penser à faire ça, vraiment penser son application plus stateless, faire avec des authentifications JWT, machin. Après la base de données commence à être un peu ras la gueule, mais on va peut-être faire du sharding, des microservices, des fils de messages pour faire du traitement asynchrone. Et après, là c'est le succès mondial. Ah, il va peut-être falloir faire des déploiements multi-régions pour que celui qui est au fin fond de la Creuse ou celui qui est à Paris, non, ou celui qui est allez, au Japon et celui qui est aux États-Unis, mais celui qui est à Londres aussi, puisse avoir l'accès le plus rapide. Et on va peut-être penser à des choses un petit peu plus compliquées quand même à mettre en place, mais tout ce qui est CQRS, etc., des persistances polyglottes, d'infra vraiment personnalisé. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est tout ce cheminement sur les goulots d'étranglement que vous allez potentiellement rencontrer au fur et à mesure que votre application, votre infra a de plus en plus de succès et comment pallier et sauter à l'étape supérieure, quoi. Donc j'ai trouvé ça super comme article. ouais. Il m'a bien Après, plu. lui, il l'explique en linéaire. Ouais. Moi, il y a des choses que je mettrais en place un Bah, avant ça l'autre, dépend mais aussi ça va pas dépendre de mal. votre cas d'utilisation, votre Ouais, ouais, problème. voilà. Voilà. Du type Le cache, d'utilisation parce d'attendre que autant, ça me paraît chelou, par exemple, tu vois. Mais ouais, parce que c'est vrai il va y avoir des applications où vraiment il y a énormément d'échanges de données avec les bases de données et d'autres où la problématique c'est pas ça, ça va être plus des problématiques de calcul ou de compute ouais. que de données. Donc forcément oui, c'est pas linéaire, ça dépend Ouais. évidemment de ce qu'on fait. Ouais. Et en parlant d'un petit rappel de pattern intéressant, eh bien, il y a les gens d'Ypon qui ont écrit non pas un mais deux articles Deux sur articles voilà les les patrons d'architecture en 2026. Et donc, ils vous expliquent. et non pas les Alors là encore, Patreons. c'est les Patreons de 2026 et vous expliquent justement comment. Enfin, voilà tel pattern, voilà pourquoi c'est bien, voilà pourquoi ça serait pas bien. Voilà les risques les choses à faire attention. Et donc c'est pareil, c'est en bloc de une page chacun, et ça vous explique bien les choses qu'il faut sur lesquelles faut faire attention, pas l'utiliser alors que c'est pas vraiment utile. Donc il parle de l'event-driven architecture. Sur la scalabilité, etc. Il donne même des cas d'usage clients avec des volumétries hypothétiques, donc ça c'est intéressant. Ah oui, et puis il montre aussi les stacks possibles aujourd'hui en 2026. Par exemple, dans le DS, ça sera Kafka, AWS, EventBridge. Bon, ils n'ont pas mis Google. C'est quoi vous avez pour les messages là, la messagerie. Tu veux dire PubSub ou après on Ouais, a tout voilà, ce qui Google est PubSub. Voilà. Event Arc, etc. Ouais, on a Je plusieurs crois choses. qu'EventArc, ouais, ça serait pour un autre use case encore plus. Ouais. Ouais. Bref. Ensuite, il y a API First avec une gateway. Devant. Donc là, c'est pareil, ils disent quand ne pas utiliser. Voilà, si vous avez trois services, peut-être pas vous embêter. Mm. Si vous en avez plus, vous avez besoin de faire de l'observabilité systématique. Voilà, il y a un certain nombre de choses intéressantes. CQRS et l'event sourcing, quoi faire, quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser. Alors c'est marrant pour la stack de CQRS, ils proposent les fameux frameworks là, Axon, AK, Eventeus que je connaissais pas sur .NET. Après, on peut les écrire ces patterns-là dans votre stack existante en fait. Là, ces frameworks, ils ont été optimisés pour ça, mais en vrai, vous pouvez démarrer sans ces choses spécialisées nécessairement. Voilà. Ensuite, le Saga pattern.
pour la compensation des opérations multi-serveurs ou multi-services et qui doivent être, qui ont des capacités à être compensées. Donc, si vous voulez tout annuler parce que la dernière étape a fonctionné, mais que c'est pas la transaction atomique. Donc ça, voilà, ça c'est l'article numéro un. Donc, je crois que c'était le plus gros, je crois que j'en ai pas oublié, voilà. Et puis dans le numéro 2, il continue avec le Strangler Fig Pattern, où c'est marrant parce que moi je n'aurais pas donné ce nom-là, mais bon bref, l'idée c'est de mettre un proxy devant entre le monolithe et les microservices qu'on a écrits petit à petit. Et puis, au début, il y a 100% du trafic sur le monolithe. Ensuite, il y a 80% sur le monolithe, 20% sur le microservice. On met sûr qu'il y a de l'écriture des deux côtés pour que les systèmes fonctionnent bien. Et petit à petit, on fait une migration. Donc, ça explique comment, bah, dans la vraie vie, on fait des fois des migrations sur plusieurs années ou plusieurs mois, en tout cas, d'un système ancien à un système nouveau. Et du coup, le Strangler façade permet de faire ça. Et justement, il l'associe à un autre pattern qui s'appelle le anti-corruption layer. Et là, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai mon API qui est neuve, et puis j'ai les vieux trucs legacy du système, et plutôt que d'avoir chaque système qui va aller se connecter à la base de données du vieux monolithe avec CLI, CLI underscore ID underscore foobar pour savoir que ça c'est l'ID client. Je vais avoir une interface de plus haut niveau. Donc je vais avoir un service qui va en gros avoir l'interface moderne et puis se connecter au legacy et récupérer proprement les informations. C'est codé une seule fois à un seul endroit. Ça rajoute un peu de latence, mais du coup, tous les autres utilisateurs du legacy en fait ont une interface mature qui sera celle du microservice quand vous allez migrer, par exemple. Voilà. Donc c'est un peu l'idée là-dessus. Service mesh, évidemment, avec, bah, pareil, il vous dit, bah, si vous avez 10 microservices, peut-être pas vous embêter. Par contre, quand vous montez à l'échelle, voilà les avantages. Et puis, l'architecture hexagonale avec la notion de port, donc, c'est-à-dire les données qui arrivent vers votre système, les adapteurs, les données qui s'en vont de votre système. Et au milieu, un modèle de données qui est agnostique en termes technologiques, à part le langage que vous utilisez, donc Java en l'occurrence. Enfin, si vous utilisez Java, hein, on va pas on vous, On on n'essaie vous pas de vous chasse pas, on vous influer chasse pas si vous n'utilisez et pas on Java, vous vous êtes les accueille, bienvenus. on est tolérant si vous n'utilisez pas Java, mais quand même. Voilà. Si vous avez un plan de migration, tout va bien. Non, je rigole. Voilà, donc c'était pareil un article qui est pas mal pour se dire, ok, je vais me reposer, je vais revoir un petit peu les patterns qui sont intéressants dans le monde aujourd'hui. Ça fait voilà, une petite piqûre de rappel. Allez, on va passer à la méthodologie. Ok. Donc, c'est un article de un monsieur que je ne connaissais pas qui s'appelle Stéphane Schwab qui dit voilà, bon, l'IA, on dit que ça va remplacer tous les développeurs. En Mm, même temps, c'est depuis 1969 qu'on se dit qu'on va remplacer ouais. les développeurs. On avait démarré, on a mis quelqu'un sur la Lune grâce à l'informatique. Mais bon, il y avait Mm, ces calculatrices, comme on appelait ça à l'époque, donc qui étaient les femmes qui faisaient les codes, enfin qui faisaient mm. les calculs à la main là. Et puis après, on a mis l'informatique pour automatiser une partie de ça. Mais bon, il y avait toujours ces développeurs ou développeuses d'ailleurs initialement. Mm. Voilà, donc on s'est dit, oh, on va créer COBOL. Et COBOL, ça va être génial. Ça peut être les gens de la vie réelle vont pouvoir écrire en Ils vont langage pouvoir naturel, ça va coder. bien se passer. Ouais. Bon, on sait où c'est arrivé. Ensuite, UML, avec ça, on va juste dessiner, paf, le code va être généré. Bon, là, on sait où Mm. c'est arrivé. Visual Basic, on va pouvoir coder, voilà, bref. Et donc, il montre un certain nombre d'avancées là-dessus. À chaque fois, c'est des vagues qui ont réduit des Une problèmes, donc promesse. permis à plus de gens Mm. d'utiliser l'informatique, mais jamais d'éliminer les développeurs. Il y a toujours eu un développeur derrière, voilà. Et donc, lui, il est parmi les positifs autour de l'IA qui dit, bah non, l'IA, c'est pareil, ça va pas remplacer le développeur, ça va juste l'accélérer, permettre à plus de gens d'être développeurs. Voilà, donc une vibe plutôt positive là-dessus. Mm, Après, mm. il y a cette semaine, il y a les 15 derniers jours, il y a beaucoup d'articles très, très négatifs là-dessus depuis la sortie de Opus 4.6 et c'est quoi? C'est Codex qui s'appelle, ouais, Codex Ouais, Alex. 5.3.
Du Mm. coup, t'as des gens qui disent, bon, bah là, c'est foutu, hein. Si vous travaillez devant un écran, votre job est mort d'ici 4 ans. Donc, moi, j'avoue que je suis en balance. Je ne vais pas vous donner mon opinion parce qu'elle varie d'une matinée à l'autre, voire d'une heure à l'autre. Mm. Il y en a qui se disent non non maintenant le truc fait des choses qui sont bien mieux, bien plus autonomes que moi, voilà. Et il dit bon aujourd'hui c'est concentré sur les développeurs parce que bah, l'IA a besoin de d'auto-développer des trucs à un moment, mais Ouais. ça va venir très vite sur le reste. On va parler d'ailleurs d'un autre article un tout petit peu après. Voilà. Donc, ça, c'est l'article positif. On parlera de l'article un peu plus négatif juste après. En attendant, Guillaume va nous parler de comment creuser l'info à l'ère de l'IA. Bah, c'est vrai que donc j'ai écrit un article sur quand on fait des recherches sur des sujets. Par exemple, moi, alors je sais plus en quelle année j'avais fait ça, 2019, j'avais fait une présentation sur la notion de webhook et en fait implémenter des webhooks, créer des webhooks et supporter l'infrastructure des webhooks. En fait, c'est pas forcément si simple que ça. Il y a plein de choses à faire pour supporter, enfin par exemple les problèmes des clients qu'on rappelle qui ne sont pas disponibles, donc peut-être qu'on va faire de l'exponential backoff, comment être sûr que c'est bien la personne qui appelle, qui est bien la bonne personne, bah, on peut utiliser des signatures, etc. Et j'avais passé, je me rappelle pas honnêtement combien de temps j'avais passé à rechercher et étudier le sujet à cette époque-là, il y a plusieurs années, mais j'avais certainement passé peut-être une semaine à faire, ou deux, j'en sais rien, à faire une application, à faire des slides, à étudier chaque sujet. Et là, moi, j'utilise, comme je fais toujours plein de choses avec l'IA, il y a un agent qu'on peut appeler, un modèle qu'on peut appeler qui s'appelle Gemini Deep Research, on lui donne un sujet et hop, il est parti, il va chercher des informations sur Internet et en faire la synthèse après. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais prendre comme exemple. Donc j'utilise beaucoup cette approche-là pour moi, pour faire un petit peu ma veille et chercher et creuser des sujets. Et je me suis dit, bah là, c'est un sujet que je connais bien et je voudrais voir si ce que mon système avec Deep Research est capable de générer me remonte tout ce que moi j'avais trouvé à l'époque et que je connaissais à l'époque. Et j'étais assez bluffé parce que non seulement le rapport qui me générait et bah, du coup tous les sujets, tous les thèmes, toutes les techniques, etc. étaient là, et même d'autres, je crois, je sais plus. Et en fait, je trouvais que donc dans mon système, ce qui est marrant, c'est que donc je donne le sujet un peu générique. Après, j'ai Gemini qui me dit ah ouais, alors dans ce sujet-là, il fait une recherche sur Internet et il dit tiens, il y a des sous-sujets, des sous-topics intéressants. Et c'est moi, l'humain, qui choisit oui, non, moi c'est ceux-là qui m'intéressent, etc. Potentiellement, je pourrais en rajouter d'autres. Donc c'est moi qui fais un peu la curation et qui lance cette recherche. Et à la fin, donc il me donne un rapport qui est détaillé, qui n'a pas beaucoup de AI slop, qui est assez straight to the point, qui est assez direct, et qui couvre tout ça. Et je me dis, bah, j'ai quand même fait ce travail de recherche moi-même, de curation. Est-ce que ça vaudrait le coup de partager ces recherches avec le public? Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, mais c'est justement le AI slop, c'est-à-dire qu'il a trouvé plein de choses sur Internet, il en fait une synthèse, mais il n'y a rien forcément de nouveau là-dedans. Ce qui est nouveau, peut-être, oui, c'est le curateur humain derrière qui a fait cette sélection de sous-sujets, la visualisation, en faire la partager, etc. Mais par exemple, j'en discutais avec Didier Girard. Lui, il me disait, bah ouais, moi mes recherches, je les publie. Alors, il a un repository GitHub où il les publie. Mais moi, je me disais, est-ce que ça mériterait que j'en fasse des articles? Parce que j'évite de créer des articles que j'ai pas écrit moi-même, quoi. Moi, c'est ma voix, c'est moi qui écris sur mon blog, par exemple. Et là, je me dis, bah, est-ce que ça vaudrait le coup que je fasse peut-être une section de mon blog où je dis, ça, c'est des articles curatés par moi, générés par IA, et mettre clairement interdit Robox TXT, personne ne doit indexer ça, etc. Parce que malgré tout, je me dis, ouais, putain, cette synthèse, en fait, elle est intéressante et elle pourrait intéresser les gens. Et c'est la question que j'ai posée, tu vois, sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas vraiment eu de réponse là-dessus. Et j'ai un Ouais, gros dilemme, et pour l'instant, tu vois là, tu montrais aussi à l'écran le slide deck qui était généré avec ouais. Notebook LM. Mais j'aurais pu présenter ce slide deck. Là, il a quand même beaucoup de texte, mais j'aurais pu présenter un slide deck comme ça et je me sentirais à l'aise de le présenter parce qu'il y a des beaux diagrammes qui expliquent bien les choses et tout m'avait l'air correct. Hein. J'ai pas tout relu précisément,
si je devais faire une présentation en vrai à Devox ou je ne sais où, évidemment, je relirais mot pour mot et je changerais les choses qui ne sont pas correctes s'il y en a. Mais c'est assez bluffant la rapidité avec laquelle on peut faire de la veille technologique, explorer. Et est-ce que ça vaut le coup de les partager ou pas? C'était un peu ça mon dilemme, la question que j'avais. Après, ouais, c'est une super question parce qu'en fait, moi, je m'étais dit, enfin, en réponse à toi, en même temps, la semaine que tu as passé à chercher les webhooks, tu Ouais. as quand même une profondeur de connaissances qui est plus grande que le résumé là Oui, qui oui, t'a été donné. Donc c'est toi, tu vrai. es capable de dire, OK, il s'est pas trompé, c'est vraiment bien. Mais Oui, ça veut pas dire que moi, en lisant ce résumé-là, je suis capable de monter en compétence au niveau où toi tu es, ou assez proche du niveau où toi tu es au niveau des webhooks. c'est sûr, mais malgré tout, tu as toutes les billes. Ah bah tiens, je savais pas que ça se faisait de faire une signature HMAC machin pour s'assurer de C'est ça. l'authenticité des messages, tu vois. Donc tu as quand même, si à un moment quelqu'un te dit oui, mais au niveau sécurité, comment on est sûr que la personne, c'est bien le bon serveur qui a appelé le bon client, etc. Ah si, si, oui, HMAC machin. Ok, tu ne l'as pas creusé, tu ne connais pas le détail fin, etc. Mais malgré tout, tu vois, tu as quand même déjà les billes. Ouais, Donc, même si, ouais. oui, bien sûr, j'en sais un peu plus long que ce qu'il y a dans le rapport, oui. Et après, moi, quand je vois donc, ce que me génère l'IA au niveau code, Ouais. bon, déjà, ça fait un bond, hein, c'est quand même impressionnant. Oui, 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 oui. Mais après, il y a des trucs où je dis, ah non, ça, Ouais. cette librairie-là, on va pas l'utiliser, on va utiliser telle autre. Ça, c'est une Oui, connaissance que moi j'ai de recherche tout ou de à mon fait. historique de travail. Ça a de la valeur parce Mm, qu'aujourd'hui, bah, l'IA, je sais pas pourquoi, mais elle a pas sélectionné comme moi. Donc là, mm, j'ai un contexte. Est-ce que c'est un contexte qui doit être partagé, qui pourrait être réutilisé dans les générations d'après de l'IA? ouais. Peut-être. Voilà. Donc Mm, cette curation, elle a quelque part une valeur. Je sais pas quel poids la mettrait ouais. l'IA dessus, quoi. Mm. Et voilà, tu vois, du coup, est-ce que ça vaut le coup que je le mette en ligne? J'ai plein de sujets, tu vois, comme ça, je me génère des Mm. rapports, je les lis, et j'apprends des trucs, mais je me dis, bon, est-ce que j'y arrive pas à les publier parce que je me dis non, c'est généré par l'IA, c'est pas moi. Moi, mon blog, c'est ce que moi j'écris Ouais. avec mes petites cellules grises, ma petite main sur le Ouais. clavier, tout ça, quoi. Avec ta plume. Avec ma plume. Avec la plume de ma poule et, Voilà, exactement. Ok, allez, on va passer à la loi société et organisation. Je me rappelle plus le détail, mais en gros, ça, cet article-là dont on va parler a fait perdre l'équivalent de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière à des gens Oh, comme une paille. Monday.com, Salesforce, je crois aussi. Mm, Enfin, beaucoup d'applications SaaS. Et du coup, c'était intéressant. C'est des journalistes qui disaient, ah, mais remplacer les développeurs, c'est du bullshit, tout ça. Du mm, coup, ils ont pris Claude Code. Ils disent qu'ils ont payé 15 dollars. Ils ont passé 1 heure et ils ont eu un clone de Monday.com. ouais. Monday.com, je sais plus trop ce que ça fait exactement, mais c'est pour aider vos équipes à gérer voilà les projets, le software, ce genre de trucs, gérer votre vie Mm. ensemble en fait. Et donc, Monday.com, évidemment, a plongé, parce que si les mecs ils disent si en 15 dollars tu peux remplacer Monday.com, c'est chaud. Donc, l'article va là-dedans en disant que les journalistes qui ne sont pas les développeurs ont été super surpris d'être en capacité de faire ça. Du coup, ils ont repassé un peu plus, quelques minutes en plus pour ajouter des fonctionnalités et ils disent, bah, voilà. Et donc, l'article dit, bah voilà, toutes ces applis qui sont très, UI Mm. centrique, très crud un peu dans leur idée, ben en tout cas si elles ont été vues une fois, les recoder, ça va pas être la barrière à l'entrée. Après Mm. des applications, des entreprises plutôt d'infrastructures de genre CloudStrike, Palo Alto, etc. Ce sera quand même une barrière, plus une barrière à l'entrée là-dessus. Du coup, ça soulève la question de voilà, quelle est la valeur du logiciel dans l'univers dans lequel on entre. Et je sais que moi, ça a gêné beaucoup de débats et de conversations entre les amis développeurs, même au-delà, Ouais. quand j'en parle à ma femme voilà, qui est dans le massage des animaux. Donc voilà, donc Mm. aucun rapport. Et donc voilà, c'est une très bonne question. Et il y a voilà.
plein de gens qui proposent plein de choses là-dessus, notamment sur des channels YouTube. Il y en a un qui disait, bah, la valeur, oui, elle est pas dans le logiciel, mais elle est pas dans l'exécution. Enfin, l'exécution va être un peu chère. Par contre, la bonne idée, la relation avec le client, avec les partenaires, la capacité à supporter dans le long terme, parce qu'une fois qu'on a vibe codé, on va garder quelqu'un pour La mettre à jour un maintenance, peu l'évolution, régulièrement? Est-ce etc. qu'on Bah ouais. passe à l'échelle à 10 000 Mm. utilisateurs quand on grossit? Voilà. Donc il y a de la valeur dite d'entreprise qui est pas liée au software, même si c'est une boîte de software. C'est probablement là que la valeur reste, mais le software en lui-même, voilà, il y a une vraie question sur la valeur. Après, Après, moi, dans ma j'essaie toujours de réalité de garder. codage, des Mm. fois, je suis là, bon, je sais pas comment ils ont fait en 1 heure pour qu'on demande des points com. Voilà. Moi, Bah, après, moi, c'est plus lent. Hein. ouais, je garde en tête quand même, tu sais, la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu as Ouais, développé en 20%, enfin, ou 10%, 90% des fonctionnalités, mais les 10% restants, ben, ils vont te mettre, tu vas avoir besoin de 90% de ton temps pour les développer. Et c'est vrai que les fonctionnalités majeures, etc., oui, peut-être qu'effectivement, ça se vibe code super rapidement, mais comme tu disais, après, bah, le software, c'est une chose, mais tu as tout le reste, toute la sécurité, les compliance aussi, avec ouais, les avec les lois, régulations, ouais. Ouais. les lois, etc. Donc, tiens, je vais faire un soft pour faire. Je vais Une refaire le banque. soft de la banque, exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ben ouais, alors, t'es bien sûr que c'est sécure là ton truc là, parce que je peux mettre 5% de côté à chaque transfert peut-être, non, je sais pas. Ouais. C'est un peu ou, tu sais, bah, Pareto, c'est aussi l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg. Ouais, mais après il y a tout ça, l'évolution dans le temps, donc la sécurité, compliance. Enfin, il y a plein de choses. Le scaling, etc. Ok, les outils de vibe coding peuvent t'aider, enfin les agents IA peuvent t'aider aussi à scaler des choses, hein, mais voilà, après ça reste un projet à gérer. Il y a peut-être un peu moins, on peut peut-être moins regarder le code, mais on a encore besoin des développeurs comme pour faire écho à l'autre article, quoi. Ouais. D'ailleurs, l'autre article disait quelque chose où j'étais pas d'accord, c'est qu'il disait, Ah, voilà, à un moment, ce qui manque, à un moment, visuel l'UML, machin, mais ce qui manque, ouais, c'est le contexte, c'est le jugement pour dire, ah bah non, mais cette règle, elle a pas de sens au niveau ouais, métier, je vais coder telle autre règle. Et je suis pas mm, d'accord avec lui au sens où, contrairement aux outils qu'il mentionnait, COBOL, UML, Visual Basic, je sais pas quoi d'autre, etc. mm, Cela était déterministique, donc tu leur disais ça et ils crachaient Y, ouais, quoi. Et puis du coup, ils prenaient pas de décision dans ce. Enfin, c'est si, vrai. mais elles étaient statiques. L'IA, elle peut inférer, basé sur un contexte qu'on lui donne, elle va se dire, bon, j'ai pas l'info, je vais essayer ça. Voilà. Du coup, elle fait un peu le travail du développeur qui est là C'est pour vrai. se dire, tiens, là, il y a une question qui n'a pas été répondue par les specs, qu'est-ce que je fais, quoi. Et Mm. l'IA, elle le fait, hein. Enfin, Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et ce qui est donc là, il y a une différence, quoi. bizarre, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'en plus, si tu le fais le matin à 8 heures ou le soir à 17 heures, enfin, c'est pas, l'heure n'a pas d'importance, mais de faire deux fois la génération, tu n'obtiens pas la même chose. Alors que ces anciens outils-là, comme tu disais, Ah les ouais, décisions statiques, c'était déterministe et tu obtenais ouais, toujours la même chose en ouais, fonction de ton entrée, ton schéma ou je ne sais quoi. Donc là, ouais, c'est quand même différent, quoi. Un monde ouais. différent. Un monde différent s'ouvre à nous. Eh ouais. Voilà, donc c'est un peu comme tout le monde. Je suis excité et terrifié à la fois. Yes. Alors, conférence, conférence, conférence. Eh ben, il y en a plein. Il y en a plein, mais juste, tu as, en complément du très bel site web, du très beau site web D'Aurélie. d'Aurélie Vache Ah oui, c'est vrai que j'avais dessus, il y rajouté a l'autre le. site, voilà. Ouais, Vas-y. Brian Vermeer qui a créé un autre site, mais juste avec des conférences Java. Donc, si vous êtes un développeur Java, vous pouvez voir toutes les conférences. Donc ça, voilà, c'est si on a un focus vraiment sur le code Java. Et Ouais, sinon, c'est bah, il y a, javaconférence avec un s.org. voilà. Voilà. Et voilà, il est bien. Voilà, sinon on va pas vous dire toutes les conférences qu'il y a. Il y en a toujours Il y en a plein. plein, il y en a plein. Il y en a plein. Yes. Ok, Et eh ben écoutez, merci merci de nous d'avoir avoir été écoutés. avec nous. Voilà, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite une super journée. Et puis
ciao. Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.